conférence. J'aimerais maintenant vous présenter nos deux conférenciers. Monsieur Sylvain Michaud, qui a pratiqué à titre d'optométriste en Outaouais pendant 38 ans, et il est retraité depuis 2017. Alors, bienvenue parmi nous. Et il a Merci. également occupé les postes de directeur régional et adjoint à l'Association des véhicules électriques du Québec de l'Outaouais. Il a offert un don de 15 000 à la ville de Montebello en 2015 pour l'installation de la première BRCC. Le jargon commence. Donc, le BRCC, c'est la borne de recharge à courant continu. Alors, grâce à l'installation de cette borne, la ville de Montebello est devenue le premier partenaire de circuit électrique en Outaouais. Maintenant, j'aimerais vous présenter M. Régent Plot, qui est spécialiste en technologie. Il y a quelqu'un qui a son microphone ouvert. S'il vous plaît, tous fermez vos microphones. Merci beaucoup. Donc, M. Plot a travaillé dans le domaine privé et public à travers le pays durant une quarantaine d'années. Il a été président d'une entreprise qu'il a fondée et conseiller auprès de plusieurs ministères fédéraux. Il a été directeur régional de l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec, en Outaouais pendant 5 ans. Il est maintenant impliqué comme bénévole en électrification des transports. Alors, Sylvain et Régent sont deux passionnés qui ont présenté plusieurs conférences et visioconférences sur l'électromobilité dans la région, soit auprès des membres de l'Académie des retraités de l'Outaouais, au Cégep de l'Outaouais, et depuis 3 ans au Salon du véhicule électrique de l'Outaouais. Alors, sans plus tarder, je vous laisse entre bonnes mains. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. À vous, messieurs. Merci. Merci, Donald. Mon nom est Sylvain Michaud. Je suis accompagné de Régent Plot et Régent va s'occuper du chat et de vérifier les questions à mesure que vous allez les poser. Alors, notre présentation est basée sur notre expérience personnelle. Comme vous pouvez voir, c'est basé sur des véhicules électriques de promenade. Ce n'est pas un débat ou un panel, c'est une présentation d'informations comme telle. Notre plan de présentation, vous le voyez à l'instant. Je ne vais pas tout vous le décliner parce que dans le fond, on est limité dans le temps, puis on va le parcourir de toute façon. On commence avec les types de véhicules électriques. Ce que vous avez là, c'est repris de la brochure Roulon électrique. Il y aura un lien en fin de conférence pour vous l'expliquer. Une brochure qui est produite à chaque année par Équiterre, la campagne Roulon électrique de Équiterre. Et on y parle ici en page 9 Et il y a des versions papier qui existent aussi, puis on en a pour vous au besoin pour les fournir à l'équipe là, qui nous accueille aujourd'hui. Alors, il y a deux grands véhicules, deux grands types de véhicules électriques. L'hybride rechargeable, qui est un combiné d'un véhicule avec un moteur électrique et un moteur à combustion, et qui a une autonomie moindre qu'un véhicule tout électrique. Tous ces détails-là se retrouvent dans la brochure. Vous allez pouvoir le vérifier par la suite, mais l'important, c'est ça. Ça ne se rebranche pas sur du 400 volts. On va voir les bornes de recharge rapide tantôt. Des exemples de ça, on a pris comme illustration 6 véhicules qui sont les plus immatriculés au Québec comme tel. Donc, le Chevrolet Volt, vous pouvez les voir là, comme tel. Chevrolet Volt, ça ne se fait plus maintenant sur le marché, mais Toyota Prius Prime, ça y est encore, RAV4 Prime et Outlander PHEV en bas à gauche. Dans le 100% électrique, là, on est carrément dépendant d'un moteur électrique et d'une batterie pour l'autonomie. Alors, ça ne consomme aucun carburant fossile. Euh, L'autonomie varie, ça dit sur le détail ici, de 100 à 600 km selon le modèle, mais tous les nouveaux modèles qui arrivent d'emblée sur le marché aujourd'hui sont à peu près à 400 km d'autonomie ou davantage. Ça peut se recharger sur le 120 volts, 240 volts et aussi sur des recharges rapides. On va voir ça tantôt. C'est des frais d'entretien très réduits par rapport à un véhicule à combustion et les coûts énergétiques aussi, surtout au Québec, à 10 sous le kilowattheure, c'est très réduit. Fonctionnement silencieux sans vibration, c'est vraiment agréable. Régent et moi, nous conduisons depuis lui 8 ans, moi 10 ans en électrique, alors c'est vraiment intéressant. Des exemples, la Chevrolet Bolt qui a été discontinuée par Chevrolet, GM, mais qui vont revenir avec ça en 2026. La Kona EV, Ioniq 5, la Tesla Model 3, évidemment. Encore là, c'est des items qu'on a repris parmi ceux qui se retrouvent le plus dans les statistiques, justement, dont on va parler maintenant. Les statistiques qu'on vous montre ici à l'instant, c'est les statistiques que l'AVEC. L'AVEC, ça, c'est l'Association des véhicules électriques du Québec. Il publie de façon trimestrielle des statistiques
qui sont basées sur les données de la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec. Ça n'a pas été trop le cas en 2023 à cause des difficultés de l'implantation du SAAQ Click, là, qui a fait que les données étaient difficiles à avoir. Maintenant, les données les plus récentes qu'on a quand même, c'est celles du 31 décembre 2023. On n'a pas celles du 31 mars, évidemment, parce qu'ils doivent colliger ça. On doit s'attendre à les avoir probablement d'ici 2, 3 semaines sur le site de l'AVEC, qui est le site aveq.ca. Vous pouvez voir, je vais vous le montrer ici avec, si vous voyez bien ma flèche ici, qu'il y avait 252 000 véhicules électriques immatriculés au Québec au 31 décembre. Ceux qui apparaissent un fond foncé, ben, c'est des véhicules qui sont 100% électriques. Puis vous voyez le nombre de véhicules qui sont enregistrés. Et pour les hybrides rechargeables, c'est ceux qui sont sur fond blanc. Alors, la proportion est quand même beaucoup plus importante maintenant dans les véhicules 100% électriques, ce qui est très différent de ce qui était il y a 10 ans. Quand moi j'ai commencé à conduire électrique, il y avait plus de véhicules hybrides rechargeables que de 100% électrique, parce que l'autonomie des véhicules électriques était d'à peu près 100 à 125 km sur une charge. Alors, ce qui était peu. Donc, on retrouve le chiffre de 252 000 au Québec au 31 décembre. Si on compare à ce qu'il y a au Canada, on est près de 50 un petit peu moins. Là-dessus, bon, si on fait le calcul, ça dirait plus que... Mais ça, c'est 30 septembre 2023 pour le Canada. Et des bornes de recharge, on va en reparler tantôt, mais juste rapidement, des BRCC, comme Donald venait de dire, c'est des bornes rapides à courant continu. Ben, au Québec, il y en a 1357 et ça n'inclut pas les superchargeurs qui sont les bornes super rapides du réseau Tesla. Donc, si on les ajoute, on est à peu près à 1700. Pour vous donner une idée de la progression, il y en avait une en 2015 au Québec, une seule. Alors, ça progresse vraiment beaucoup et le gouvernement du Québec a un objectif d'avoir quelque chose comme 10 000 bornes de recharge, non, 6 700 bornes de recharge rapide en 2030, ce qui est très bientôt. On va voir ça le niveau 2 dans quelques instants. Donc, les statistiques de la progression au Québec, on peut voir ici, on commence en 2013, en décembre, les premières statistiques. Il y avait peu de véhicules au Québec, puis ça, c'est les chiffres réels jusqu'au 31 décembre. On arrive à 252 000 ici, 31 décembre. Bon, je vais mettre ça en relation avec l'objectif que le gouvernement s'est donné. L'objectif que le gouvernement s'est donné, et, pour 2030, c'est d'avoir 2 millions de véhicules qui sont en circulation. De ce dont on parle, les chiffres actuellement, ce ne sont pas des ventes de véhicules, les ventes de véhicules neufs dans les trimestres, mais c'est des véhicules qui sont vraiment sur la route, immatriculés. Il faut savoir là, que quand on parle de 2 millions là, à la fin décembre 2030, il faut mettre ça en relation avec le nombre de véhicules qui sont en circulation au Québec actuellement. Véhicules de promenade et VUS actuellement, c'est environ 5,4 millions de véhicules au Québec. Donc, quand on dit qu'il y en aura 2 millions, c'est qu'il faut que d'ici ce temps-là, il y en ait beaucoup de véhicules neufs qui aient été vendus, qui soient électriques. Et c'est pour ça qu'on a ben, l'objectif, comme je viens de vous le dire, c'est 2 millions pour fin 2030. Pour fin 2026, c'est 600 000 véhicules immatriculés. Puis vous dites, ben, on est en 2024, il reste même pas l'année complète en 2024, il y a 25, 26, puis on va être déjà à 600 000. Oui, et c'est possible, puis les chiffres montrent actuellement qu'on s'enligne bien dans cette direction-là. Fin 2030, 2035, l'objectif du gouvernement québécois, que tous les nouveaux véhicules qui seront vendus doivent être électriques. Et quand on dit électrique, ça combine les véhicules qui sont 100% électriques et les hybrides rechargeables. Ce qu'on voit ici, c'est un tableau qui a été pris et qui explique la norme zéro émission. La norme zéro émission, c'est une réglementation que le gouvernement du Québec a entérinée. Puis en fait, ça a été unanime là, auprès des membres de l'Assemblée nationale, auprès des députés. Et elle vient d'être amendée là, il y a environ un an. Ce que vous voyez ici, c'est les objectifs de pourcentage de vente. Là, on ne parle pas d'immatriculation, mais de vente de véhicules neufs. Pour 2024, l'objectif était de 19,5. Il a déjà été rencontré au Québec. Pour 2025, c'est 22. Et par la suite, vous allez voir que ça monte vraiment, vraiment rapidement. Ce qui fait qu'en 2030,
par exemple, on est rendu à 65 des véhicules. C'est-à-dire que plus qu'un véhicule sur deux qui est vendu au Québec doit être électrique comme tel. Et ça continue comme ça jusqu'en 2035 où on arrive à 100 des véhicules. Donc ça, c'est une obligation que les constructeurs doivent respecter, à défaut duquel, s'ils ne le font pas, ils vont avoir des pénalités qui sont vraiment très, très importantes. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas respecter comme tel. La courbe que vous voyez ici, c'est la courbe de diminution des ventes des véhicules qui sont à combustion, des véhicules à essence, diesel, tout ça, comme tel. La part du Québec par rapport au Canada, on en parlait tantôt. On parlait de 252 000 véhicules. Ici, sur les statistiques, on parle d'une estimation de vente pour le Canada de 594 000. On peut voir que la plus grande proportion de véhicules au Canada, c'est au Québec. C'est en Ontario en partie aussi et en Colombie-Britannique. Puis on va voir des statistiques particulières là-dessus dans quelques instants. Donc, la part de marché au Canada des véhicules électriques au quatrième trimestre de 2023, c'est 13,2 des véhicules vendus, donc euh, à peu près un huitième des véhicules qui étaient vendus au Canada, je ne parle pas du Québec, étaient électriques. Ça combine toujours les hybrides rechargeables et les 100% électriques. Ce qu'on peut aller chercher chez Statistique Canada, je vais prendre une petite gorgée d'eau pour continuer, pour que vous puissiez continuer à m'entendre. Alors, les statistiques qu'on a ici sur les ventes au Canada, on peut aller rechercher ça sur le site de StatCan, StatCan ici. Et ce qu'on a recueilli ici pour le Canada, pour l'année complète 2023, parce qu'on peut sélectionner d'y aller par trimestre, on peut sélectionner l'année aussi. Alors ça, c'est les ventes de véhicules qu'il y a eu en 2023 au complet au Canada. Il y en a eu 184 000. Si on n'avait pas sélectionné les véhicules électriques à batterie, qui sont les 100% électriques, et les hybrides rechargeables, la somme des deux, on aurait eu le montant total là, qui serait autour de 1,8 million parce que ça, c'est 10. Ça, c'est pour le Canada. Vous pouvez voir que le Québec est ici, l'Ontario et la Colombie. Donc, on va y aller province par province de ces trois provinces-là. Le Québec, toujours les mêmes paramètres, véhicules à batterie, véhicules hybrides rechargeables pour 2023. Pour l'année complète, 18,6 des véhicules, à peu près un véhicule sur six au Québec. Mais si on y allait par trimestre, le dernier trimestre, c'est encore davantage, c'est autour de 20 au Québec. On va dans la province voisine, l'Ontario, on n'est qu'à 7,4 c'est moins que le 10 du Canada. Alors, si on y va par nombre de véhicules, on pourrait dire, ah, ben, il y en a quand même beaucoup, 49 000, presque 50 000. Mais en pourcentage de la population, il faut se rappeler que la taille de la population en Ontario, c'est 14,5 millions. Au Québec, c'est 9 millions maintenant. Colombie-Britannique, toute l'année, dépasse le Québec maintenant à 20,2 42 000 véhicules. Évidemment, le nombre est en relation de la population. La population de la Colombie, je ne la connais pas par cœur, mais peut-être quelqu'un pourra nous le mentionner un peu plus tard dans les périodes de questions. Ici, ce qu'on a, c'est justement les pourcentages de véhicules électriques qui ont été vendus par trimestre. On va jusqu'au deuxième trimestre de 2023. C'est la donnée la plus récente. On peut probablement en avoir plus récent que ça, mais l'important de voir, c'est que par trimestre, ici, justement, la Colombie-Britannique était à 20,5 des véhicules au deuxième trimestre 2023. C'est un véhicule sur cinq. Au Québec, 18 un véhicule sur six. Donc, comme on voit, l'Ontario est à 7 puis le Canada au total pour 10. Si on va dans les véhicules électriques dans le monde maintenant, alors ça, c'est les ventes mois par mois de véhicules. Vous pouvez voir la progression depuis 2018 jusqu'en 2023. Ça y va avec les codes de couleur. Donc, l'année la plus récente, c'est en rouge. Vous pouvez voir qu'en décembre 2023, c'est pris d'un site web qui c'est Inside EVs, comme on voit en haut ici. Et
qu'il y avait environ 1,6 million de véhicules seulement dans ce mois-là qui ont été vendus. Le total de l'année, je crois qu'on l'a dans la prochaine. On l'a plus en pourcentage. Il Donc, a les répondu à ventes, ma question, Ginette. Tu l'as euh, copié, je suis pas capable. il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, qui a dit, Ginette, tu as répondu à ma question, ou il a répondu à ma question. Les ventes des véhicules dans le monde en pourcentage de tous les véhicules vendus. Bon, c'est intéressant pour vous peut-être de savoir, si vous ne savez pas déjà, qu'il y a environ 80 millions de véhicules neufs qui sont vendus par année dans le monde. Et pour 2023, il y en a 15,8, presque 16 un véhicule sur 6, un sur 6 qui était vendu, qui était électrique dans le monde. Alors, c'est quand même beaucoup là, quand on regarde tout ça. Qui sont qui mènent dans les véhicules électriques dans le monde? Ben, la Norvège. La Norvège comme telle est le pays où il y a est le leader au niveau des électriques. Dans les ventes, là, c'est autour de 90 à chaque trimestre de véhicules. 9 véhicules sur 10 environ et les pays scandinaves. Alors, quand on dit que c'est pas possible des véhicules électriques partant dans des endroits où le climat est froid, puis c'est pas fait, puis c'est pour ça qu'au Québec, ça peut pas fonctionner, ni au Canada, ben, on a la preuve ici, là, tous les pays suédois, les pays sont là, la Finlande, l'Islande, la Suède, le Danemark. Alors, les avantages des véhicules électriques, évidemment, les dépenses qui sont liées à l'utilisation, on s'est encore repris de la brochure roulant électrique dont on parlait tantôt, page 17. Si on regarde le comparatif, il faut toujours regarder le coût total de propriété d'un véhicule. On se fait dire souvent le véhicule électrique coûte très cher, il coûte beaucoup plus cher que le véhicule à combustion. On a un comparatif un peu plus tard dans la présentation là-dessus. Mais ce qu'il faut comparer, c'est les coûts totaux de propriété. Généralement, les gens vont utiliser un véhicule, ils vont l'avoir pendant 5 ans, voire 8 ans, 10 ans. Alors, il y a le coût d'acquisition qui est la première portion ici. Donc, pour le véhicule essence, c'est moins que l'hybride rechargeable, qui est moins que l'entièrement électrique. Mais sitôt qu'on tombe dans l'entretien, il y a beaucoup moins d'entretien dans un véhicule entièrement électrique, un petit peu plus dans l'hybride rechargeable, mais moins que le véhicule à essence. Quand on arrive au coût de l'énergie, par exemple, ah ben là, puis vous le savez, le coût de l'énergie, il vient de changer pas mal au niveau de l'essence juste la semaine dernière. À ce moment-là, ben, on paye beaucoup plus en essence qu'on va payer en électricité. C'est surtout vrai au Québec. On m'a dit que l'auditoire ce matin est principalement du Québec. Et c'est pour ça qu'on a des statistiques aussi du Québec. C'est ça que nos présentations font généralement. Ici, on a un comparatif qui a été fait toujours dans la brochure roulant électrique pour rouler 100 km. Les paramètres utilisés, c'est une consommation de véhicule à 9,3 litres au 100 km à 1,75 du litre. C'était le cas quand la brochure a été imprimée au printemps il y a quelques temps, là, il y a quelques mois. Faut savoir qu'en Outaouais, on paye moins qu'à Montréal. Mais à Montréal, c'était des prix qui étaient là. La fin de semaine dernière, on était allé au Salon du véhicule électrique, Régent et moi, à Montréal, puis c'était 1,90 le litre. Alors, pour rouler de ce fameux 100 km-là, ça coûte 16,25 7 fois plus cher que d'y aller à l'électrique. Pourquoi? Parce qu'à l'électrique, on va consommer des kilowattheures. Des kilowattheures, c'est ce qu'on utilise plutôt que des litres d'essence. Pour parcourir 100 km, on va prendre 20 kilowattheures de batterie. La capacité de batterie, c'est 100 kWh. À 11 sous le kilowattheure qu'on a mis, ben, on arrive à un montant de 2,20 versus 16,25. On ne parle pas de coût d'entretien, on ne parle pas des freins et tout ça, on en a parlé par la suite. Justement, sur le coût d'entretien, il n'y a jamais de changement d'huile avec un véhicule 100% électrique. L'usure des freins, il y a des gens qui ont fait 200 000 km avec le même euh, set de freins, à défaut de dire le mot français, là, les premiers freins originaux sur la voiture. La mécanique, on peut le voir, du moteur électrique est beaucoup plus simple que celle d'un moteur à combustion où il y a plein d'éléments comme tels qui sont là, radiateur, bon, convertisseur catalytique, euh, plein, évidemment, plein d'éléments avec un véhicule comme celui-là et qu'il faut entretenir et plus le véhicule vieillit, plus ça coûte cher aussi.
Il y a des incitatifs financiers pour faire passer au véhicule électrique. Ça a changé. Au moment de l'impression de la brochure dont on s'inspire, les incitatifs pour acheter un véhicule électrique au Québec, un véhicule neuf, c'était 7 000 $ pour un véhicule neuf. Pour un véhicule hybride rechargeable, ça allait jusqu'à 5 000 $. Il y a toute une nomenclature. Quand vous allez sur ce site qui est ici, vous pouvez aller voir le véhicule que vous recherchez et vous allez voir quelle subvention s'applique à ce véhicule-là. Véhicules usagés, c'est quand c'est des véhicules qui n'ont pas déjà été subventionnés dans le passé, et ça arrive peu souvent. Pour le Canada, donc ça a changé. En fait, jusqu'au 31 décembre de cette année, vous le savez probablement tous, et ça a peut-être suscité votre intérêt. Ça demeure à 7 000 $ mais à partir du 1er janvier de l'an prochain. Cependant, ça tombe à 4 000 $ la subvention québécoise. Et pour l'année 2026, ça passe à 2 000 $ et en 2027, il n'y en a plus selon le dernier budget de la CAQ de M. Gérard. Au Canada, ça n'a pas changé. C'est encore 5 000 $ pour un véhicule neuf ou, et ça, je vais en parler dans quelques instants, la déduction pour amortissement. Un véhicule neuf comme ça, 5 000 $, ça s'applique pour l'année 2024 et 2025, selon ce qu'a annoncé la ministre des Finances, Mme Freeland, la semaine dernière. Après ça, ça passe à zéro. Il n'y en aura plus non plus. On l'a toujours dit, les subventions ne sont pas éternelles. Ce qui est important à savoir, c'est que si vous êtes travailleur autonome ou que vous avez une entreprise, vous pouvez refuser de prendre la subvention de 5 000 $ du fédéral pour plutôt prendre une déduction pour amortissement. Et dans ces cas-là, l'économie peut aller à 15 000, 20 000 $ même pour un seul véhicule. Euh, on peut vous fournir des liens à ce sujet-là. Il faut vérifier auprès de votre comptable et l'important, c'est de le mentionner au moment de l'acquisition du véhicule que vous refusez la subvention de 5 000 parce que vous pensez y aller autrement. L'incitatif pour une borne de recharge au Québec, c'est 600 $ pour une borne de recharge à domicile. Si vous êtes en multilogement, il y a plusieurs points à respecter là-dedans et ça peut être avantageux, mais chaque cas est unique et différent. On a une conférence complète sur la recharge en multilogement. Une comparaison ici, quelque chose que j'ai repris une conférence en web diffusion que j'ai vue il y a quelques instants, il y a quelques semaines avec M. Breton et des gens, une organisation canadienne. On fait un comparatif de la Chevrolet Bolt et d'une Toyota Corolla, les deux 2023. Le prix de base fait voir qu'à 38 900, c'est plus élevé. C'était plus élevé pour la Bolt, évidemment moins pour la Toyota Corolla. Ici, le coût total d'utilisation du véhicule, les détails, on pourrait vous les fournir. C'est sur 10 ans comme tel. On en arrive à un coût total ici de 82 000 versus 48 900 de ce côté-là. Donc, le break-even point était atteint dès 8 mois d'utilisation pour vous montrer. Alors, souvent, les gens, ce qu'ils comparent au niveau des véhicules, c'est le coût d'acquisition, puis ils oublient ce que ça lui coûte à chaque mois pour mettre de l'essence, l'entretien et tout ça. Le prix moyen des véhicules, ben écoutez, ce qu'on a fait ici, on est allé chercher c'est quoi que ça coûte vraiment les véhicules les plus rencontrés. Donc, ici, les véhicules les plus populaires électriques, toujours selon les statistiques qu'on a avec l'AVEC. On a un prix moyen ici de 59 900 $. C'est un prix qui inclut les subventions. Donc, on prend le prix de base du véhicule, on y ajoute les frais de livraison, le 100 de la taxe climatiseur, les pneus, et après ça, on ajoute les taxes de vente provinciales, fédérales, 15 au total, et on enlève les subventions de 7 000 pour le provincial, 5 000 pour le fédéral, 12 000 au total, et on arrive à ce prix moyen-là. Le prix moyen au niveau des véhicules thermiques, les véhicules thermiques, c'est les véhicules à combustion, véhicules à essence, si on veut. Quels sont les véhicules qu'on a choisis? Ben, c'est ceux qui sont le plus vendus en 2022 selon Protégez-vous. Il y a un classement qui a été fait. Et vous ne serez peut-être pas surpris de voir qu'il y a beaucoup de véhicules comme le Ford F-150, Ram 150, Chevrolet Silverado, GMC Sierra qui font augmenter la facture. Vous n'avez qu'à aller conduire votre véhicule, puis vous allez voir qu'il y en a beaucoup sur la route.
évidemment. Ce sont les véhicules parmi les plus vendus encore au Québec. Donc, on arrive à un prix moyen d'acquisition qui est moindre ici, mais qui est quand même relativement élevé. Il ne faut pas toujours comparer les Toyota Corolla aux véhicules électriques d'entrée de gamme, parce que dans le fond, il y en a, mais pas tant que ça au total. En tout cas, ce n'est pas la majeure partie. C'est très difficile de trouver des véhicules sédans de toute façon aujourd'hui sur le marché en Amérique du Nord, de plus en plus en tout cas. L'autonomie des véhicules électriques, on a un tableau ici qui a été confectionné par Régent et qui montre l'autonomie. Il y a quelque chose qui détonne ici que vous connaissez probablement pas, c'est Aptera, là, 1600 km. C'est quelque chose qui existe pour le vrai. C'est pas un véhicule expérimental. Mais en général, vous allez voir là, que les véhicules, ils sont tous à peu près à 500-600 km d'autonomie comme tel, les véhicules électriques. Et puis, il y en a d'autres qui sont à venir, puis ça joue toujours là-dedans. Alors, si vous parlez à des gens de véhicules électriques, par rapport aux véhicules électriques, souvent les gens vont référer à ce que c'était il y a 10 ans, les véhicules électriques. Moi, ma première voiture, elle avait 125 km d'autonomie. Celle de Régent avait, c'était le même véhicule, mais 2 ans plus tard, il était porté à 175-180 km d'autonomie. On n'est plus là, là. On n'est plus là aujourd'hui. Ce que les constructeurs mettent sur le marché aujourd'hui, de façon contemporaine, c'est tous des véhicules qui ont au moins 375-400 km d'autonomie ou davantage. Et le portrait a changé beaucoup aussi au niveau des bornes de recharge publiques pour se recharger comme tel. Euh, L'autonomie comme telle, ben, c'est toujours une autonomie qui est basée sur 55 d'utilisation en ville, 45 sur la route. Donc, si vous conduisez beaucoup sur la grande route, ben, vous allez faire moins que l'autonomie annoncée sur le véhicule. Si vous faites beaucoup plus de routes en ville, ben, vous allez faire plus que l'autonomie annoncée. Maintenant, la température a un effet. S'il fait plus froid, une batterie elle a son point d'efficacité maximum entre 15 et 20 degrés Celsius, plus 15-20 degrés Celsius. Et plus la température baisse, bien moins la batterie est performante. Si vous avez un vent de face, et si vous allez plus vite que les limites de vitesse, par exemple 100 km/h, puis vous allez à 115, 120, 125, bien, c'est sûr que vous allez avoir moins d'autonomie comme ça parce que vous allez consommer plus d'énergie. Ce qui est le cas aussi avec un véhicule à essence, il faut dire. Les variations d'altitude, si vous montez une côte, bien, vous allez vous allez grever pas mal d'autonomie du véhicule, mais si vous la descendez par la suite, ben là, vous allez récupérer avec ce qu'on appelle le freinage régénératif. C'est une particularité des véhicules qui sont électriques par rapport aux véhicules à essence. Si vous conduisez de façon douce ou agressive, ça va affecter aussi votre autonomie. Si vous utilisez le chauffage beaucoup, la climatisation à un moindre niveau, ça va aussi grever l'autonomie parce que l'autonomie du véhicule ben, est basée sur la batterie seulement, comme telle. Si vous avez des pneus d'hiver versus des pneus d'été, ben, en hiver, on consomme davantage. La charge aussi, plus qu'il y a d'occupants ou de bagages, bien évidemment, moins on va avoir d'autonomie. Si vous traitez une roulotte, par exemple, avec un véhicule électrique, ce qui peut se faire, ben, vous allez avoir moins d'autonomie que l'autonomie annoncée, comme telle. Beaucoup de ces facteurs-là se retrouvent de toute façon dans les véhicules à essence aussi. On le remarque moins parce que dans un véhicule d'essence, il y a le E et le F. Il y a une aiguille pour indiquer quand on arrive près de empty, c'est vide, puis qu'il faut faire le plein. On ne regarde pas souvent ça, alors que dans un véhicule électrique, il y a plein d'éléments au niveau de l'écran de contrôle pour vous montrer comment vous fonctionnez au niveau énergie. Les bornes de recharge, je dis souvent les bornes de recharge, c'est simple comme un, 2, 3. Le niveau 1, ben, c'est la prise de courant domestique. C'est possible de recharger un véhicule électrique avec une prise comme ça, mais ça va être bien long parce qu'on va aller chercher à peu près à 8 km d'autonomie par heure. Si on a un véhicule de 400 km d'autonomie, 400 divisé par 8, vous allez voir, c'est 50 heures pour recharger sur une prise 120. Alors, ce n'est pas l'idéal. Ce que les gens utilisent généralement, c'est le niveau 2 qu'on appelle, c'est la borne destination. C'est sur 240 volts. Évidemment, ça peut être une borne de recharge à domicile. Ça, c'est une marque EV-Douté très populaire au Québec. Il y en a plusieurs autres. Ou ça peut être une borne de recharge publique, comme celle, par exemple, du circuit électrique. Vous commencez à en voir beaucoup de ça aussi.
Puisque c'est 240 volts, puisque c'est 30 ampères plutôt qu'ici sur un circuit où on utilise 12 ampères sur un circuit de 15 ampères, ben on va aller à peu près 7 fois plus vite. Donc, on va aller chercher 40-45 km par heure de recharge. Ce qui fait que si on veut recharger un véhicule de 400 km, puis qu'on part de zéro et qu'on va à 100% de recharge complète, on va prendre 10 heures. Ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on garde la recharge d'un véhicule, on garde le niveau de charge entre 20 et 80-85 pour un usage quotidien comme tel. La plupart des gens ne conduisent que 60 km par jour en moyenne, hormis évidemment quand les gens font des grands voyages, ce qu'on ne fait pas tous les jours ou à toutes les semaines, bien entendu. Le niveau 3, c'est le niveau rapide ou ultra rapide. Vous avez des exemples ici de bornes. On parle toujours de bornes de recharge publiques dans ce cas-ci. Public parce que c'est personne qui peut avoir du 400 volts à domicile. Et à ce moment-là, ben, ça peut être une borne de circuit électrique. Tantôt, on vous parlait qu'il y avait des BRCC au Québec, il y en avait 1300 quelque chose, 1350. Le circuit électrique en a environ 800 là-dessus. Le circuit électrique, c'est une marque de commerce de Hydro-Québec. Tesla, son groupe de bornes de recharge s'appelle des superchargers, donc ils sont bien identifiés comme tels. Et il y a ChargePoint qui est un autre réseau en Amérique du Nord, mais il n'y en a pas que trois, il y a plusieurs réseaux, il y en a une vingtaine sinon plus, de réseaux de bornes de recharge en Amérique du Nord. Comment on les trouve, ces bornes-là, quand on fait des longs trajets, parce que c'est là qu'on va utiliser les bornes de recharge publiques. Il faut savoir que 90 du temps, on recharge à domicile. Donc, quand on a une maison unifamiliale, on se fait installer une borne à domicile, on profite d'une subvention de 600 et puis on se recharge à 10-11 cents le kilowattheure. Fait que c'est ça qui est le plus économique. On va payer plus quand on va aller sur les bornes de recharge publiques, notamment les bornes de recharge rapides, mais c'est quand même intéressant et c'est pas quelque chose qu'on fait la plupart du temps. On le fait 10 du temps. Puis pour certaines personnes, 5 des recharges sont sur des bornes publiques. Quand on veut retrouver les bornes de recharge sur son trajet, ben, elles ne sont pas grosses. Vous avez vu le format, là, que c'est gros à peu près comme un réfrigérateur ou une borne de recharge. Alors, c'est contrairement aux endroits où vous avez des postes d'essence ou de très, très loin, vous pouvez voir en regardant vers le haut euh, l'emblème de la compagnie, que ce soit Shell, Esso, Ultramar. Quand il s'agit de bornes de recharge, vous regardez sur votre écran de votre véhicule électrique ou vous regardez sur une application cellulaire comme celle du circuit électrique de Hydro-Québec ou de PlugShare, qui sont les plus utilisés. Et il y a aussi ChargeHub qui est au niveau du Québec. Ces applications-là, si je reviens sur celle du circuit électrique, ça va ne vous permettre de voir que celles du circuit électrique comme telles, qui sont les plus nombreuses au Québec. On est bien desservi au Québec comme telles. Les superchargeurs n'apparaîtront pas là, les bornes de ChargePoint n'apparaîtront pas non plus, et de d'autres réseaux comme tels. Si on va sur l'application PlugShare, par contre, là, on va voir avec des icônes de couleurs différentes. Les bornes rapides étant identifiées de couleur orange, celles de couleur verte sont celles de niveau 2, 240 volts. Il y a aussi les bornes de domicile, qui sont celles que les gens share, que les gens partagent. Ça, c'était surtout utile il y a plusieurs années quand il n'y avait pas beaucoup de bornes de recharge publiques et que les gens qui avaient des véhicules électriques et avaient une borne de recharge à domicile et permettaient la recharge à des gens d'autres régions de venir se recharger à leur domicile et donnaient les coordonnées de leur adresse, leur téléphone pour les rejoindre pour ça. Vous allez voir aussi qu'ici, il y a des icônes avec une clé anglaise pour indiquer que c'est un site qui s'en vient, qui est en construction, où il y aura une borne de recharge qui arrive bientôt. ChargeHub, c'est québécois, c'est un petit peu le même principe que PlugShare. Et vous avez encore une légende là, qui vous indique les niveaux, de niveau 1, niveau 2, niveau 3, celles qui sont en construction. Celles de Tesla sont même identifiées avec un T comme vous pouvez voir ici, c'est les superchargeurs. C'est intéressant à savoir les bornes de Tesla, qui sont à peu près, il y en a 300 au Québec, qui sont réparties dans environ 25 sites différents. Généralement, il y a 8-10 bornes par site, voire plus.
Les probabilités d'arriver à ce site-là et que toutes les bornes soient utilisées puis que vous deviez attendre en ligne ne sont pas très, très grandes. Ce sont des bornes aussi qui rechargent très, très rapidement. Moi, je conduis une Tesla, donc j'ai vécu cette expérience-là souvent. Il faut savoir que Tesla a ouvert son réseau de bornes de recharge à d'autres constructeurs depuis 1 an environ et qu'ils ont tous adhéré. Alors, il faut vous attendre que peu importe le véhicule que vous ayez, que ce soit un véhicule GM, Hyundai, bon, je ne vais pas tous les nommer, des adaptateurs vont être rendus disponibles pour les gens qui ont ces véhicules-là et pour des véhicules qui sont déjà en circulation. Et à partir de l'an prochain, 2025, la plupart des constructeurs qui ont fait une entente comme ça avec Tesla vont avoir un port de recharge sur le véhicule qui va prendre le connecteur de Tesla comme tel directement. Il n'y aura même pas besoin d'adaptateur. Donc, c'est quelque chose qui vient ressembler à ce il y a eu dans le passé pour les gens de nos âges. Le VHS, le bêta, les gens se souviennent de ça. VHS contre bêta, VHS avait gagné. Ben là, il y avait beaucoup de standards de recharge qui existaient en Amérique du Nord. Puis là, bon, on s'enligne vers un standard de recharge qui va faire pour tout le monde. Ça va rendre la vie pas mal plus simple aux gens qui veulent adhérer à l'électromobilité parce que les gens trouvaient ça quand même un petit peu compliqué. Pourquoi on fait ça, des véhicules électriques? Pourquoi on conduit des véhicules électriques? Ben moi, pour ma part, c'est parce que le CO2 dans l'atmosphère, ben, il a augmenté beaucoup. L'an 1, ça c'est 1 an après que Jésus soit venu au monde. Euh, 20e siècle, ça a été un siècle où il y a eu l'industrialisation, puis le nombre de CO2, de parties par million, ou l'unité qui est utilisée de dioxyde de carbone a augmenté de façon fulgurante et on est rendu au-delà de 400 ppm maintenant. Alors, il faut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Les véhicules de combustion sont en grande partie responsables de ça. Et évidemment, les transports, ce n'est pas que les véhicules, mais plus les véhicules sont gros, plus les émissions de CO2 de l'atmosphère sont importantes. Alors, il fallait vraiment faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui a été repris, bon, qui montre aussi comment ça a augmenté aussi la teneur CO2 depuis 82 avec les chocs pétroliers, les crises financières et tout ça. Les émissions de GES sur 15 ans par véhicule, c'est des exemples. Ça a été pris de la presse. C'est très récent, 24 mars dernier comme tel, ben, il faut voir que les GES en tonnes là, émises par véhicule, ben, ici, les véhicules électriques, là, il n'y en a pas beaucoup. J'ai un hybride rechargeable qui se trouve là, qui est le Prius Prime, qui émet quand même 35. Si on le compare au Bolt, Tesla, qu'on a ici, c'est quand même plus, parce que s'il y a quand même un moteur à combustion là-dedans. Il n'y a pas qu'un moteur électrique, c'est les deux. Et puis l'autonomie tout électrique d'une Prius Prime, c'est à peu près 60 km, 65 km d'autonomie. À partir du moment où vous avez écoulé toute cette énergie-là qui vient de la batterie du véhicule, du moteur, le moteur électrique, ben là, vous roulez avec un moteur à combustion. Même chose avec le PHEV. PHEV, c'est un acronyme anglais qui veut dire Plug-in Hybrid Electric Vehicle, comme tel. Et évidemment, ben, si vous allez dans les hybrides qui ne sont pas rechargeables, mais hybrides, ben, il y a encore plus de GES parce qu'il n'y a pas de batterie comme telle avec ce véhicule-là. Il y a un moteur électrique qui est combiné avec un moteur à essence. Puis évidemment, ben, si on va dans le Ford 150, qui est le véhicule le plus vendu en 2022 au Québec, ben, c'est très élevé, bien entendu. Je ne vous apprends rien. Donc, les émissions de GES au Québec, ça, c'est repris de 2017. On n'a pas trouvé quelque chose de plus récent, mais aucune indication pour nous dire que ça aurait changé de façon substantielle. 43 des émissions de GES au Québec, c'est dû au secteur des transports. C'est vraiment là. L'industrie en bonne partie aussi, mais les transports. Au Canada, l'exploitation pétrolière et les transports sont les deux éléments principaux, encore une fois, pour les émissions de gaz à effet de serre.
Le HEC Montréal, à chaque année 2020, 2024, il y a un nouveau rapport. On ne l'a pas mis là, mais ça n'avait pas changé entre 2023 et 2022, puis 2021. Encore une fois, 97% du transport, c'est par les produits pétroliers. Il ne faut pas trop se surprendre. On a au Québec 252 000 véhicules électriques. Ça correspond à environ 2-3% de tout le parc de véhicules qu'il y a en circulation. Donc, à mesure que ça va augmenter, ben, les produits pétroliers, ça va diminuer et les gaz à effet de serre vont diminuer également. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande progression qui s'est faite au niveau des ventes totales de véhicules entre 90 et 2021. Les camions puis, ont, ont- ont pris une part de plus en plus importante et puis les voitures ont pris une portion de moins en moins importante. Donc, il y a de plus en plus de camions puis de VUS sur la route, de véhicules qui sont énergivores et qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Oups, on va dans l'autre. On n'allait pas dans le bon sens. Toujours repris de la brochure Roulon électrique. D'ailleurs, comme je disais tantôt, là, c'est une très, très grande source d'information pour nous, pour nos conférences. On a un groupe de 7 conférences différentes. Celle qu'on vous présente ce matin, c'est un sommaire, c'est le véhicule 101, véhicule électrique 101. Mais on est allé plonger plus dans les détails dans plusieurs secteurs de ça, dans nos autres conférences. Euh, c'est ça. Au Québec, on a la chance d'avoir une énergie qui est produite, qui est hydroélectrique, puis qui est une des plus propres au monde, qui est abordable, qui est relativement disponible, malgré qu'on en a vendu beaucoup, on a des contrats pour en vendre beaucoup à l'étranger, mais elle est propre et c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Ce qui fait que quand on regarde une étude qui a été faite aux États-Unis, qui a été publiée janvier 2022 pour les États-Unis, pour les 50 États, il a été établi que même si là-bas, il y a beaucoup d'utilisation pour faire l'électricité, qui n'est pas de l'hydroélectricité, malgré ça, même s'il y a le charbon, même s'il y a d'autres façons de faire l'électricité qui ne sont pas renouvelables, après 19 000 milles d'utilisation, ce qui est environ 30 000 kilomètres, ce que ça a coûté ou ce qui a été émis pour produire le véhicule électrique, parce que il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émis pour produire un véhicule électrique qu'à cause de la production de la batterie, puis extraire les minéraux et puis bâtir le véhicule. Après 19 000 milles, on arrive au pair par rapport à l'utilisation d'un véhicule à essence qui, lui, dès qu'on commence à l'utiliser, il produit déjà des gaz à effet de serre, alors que le véhicule électrique à l'utilisation n'en produit pas. Ben, après 19 000 milles, on a le point de rupture où, à partir de ce moment-là, le véhicule électrique est avantageux et il gagne par rapport au véhicule à combustion au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. Au Québec, c'est encore mieux. C'est encore mieux que 30 000 kilomètres. J'entendais M. Breton, Daniel Breton, dire récemment que c'était autour de 17-18 000 kilomètres d'utilisation. Passer ça, le véhicule électrique, on est gagnant au niveau de la production de gaz à effet de serre. Les batteries. Est-ce que les batteries, va falloir les remplacer 5 ans, comme on entend souvent? Ben non, on s'est rendu compte qu'une batterie de traction, sa durée de vie utile, la batterie de traction, là, c'est la batterie qui fait avancer le véhicule. C'est pas la batterie 12 volts. Dans un véhicule électrique, il y a deux batteries, la 12 volts et la batterie de traction. La durée est d'au moins 10 à 15 ans. On s'est rendu compte que même les véhicules qui étaient début des années 2010-2011, c'était des batteries qui n'étaient pas nécessairement aussi performantes que celles qu'on a aujourd'hui. On s'attendait qu'elles vieilliraient plus rapidement qu'elles ont vieilli. Elles sont surprenantes et elles font mieux que ce qu'on s'attendait. Ce qui fait que même les véhicules qu'on a aujourd'hui avec des batteries encore améliorées, bon, on s'attend qu'ils vont durer très longtemps au point où il est permis de croire que le véhicule va rouiller avant que la batterie ne soit plus suffisamment fonctionnelle pour pouvoir l'utiliser euh, comme, euh, comme batterie pour déplacer le véhicule.
Mais si ça arrivait que la batterie a perdu suffisamment de, de capacité, d'autonomie pour dire elle n'est plus vraiment utile pour être sur la route, on peut l'utiliser en deuxième vie pour en faire une batterie stationnaire qui va accumuler de l'énergie, qui peut être de l'énergie de soutien, par exemple, pour le domicile ou diminuer sa facture d'électricité. Donc, le recyclage des composantes, le lithium, le graphite, tous les éléments qui ont la batterie, euh, peut se faire, mais seulement qu'après, en troisième vie, en fin de vie. Puis encore là, Lithium, c'est une compagnie québécoise qui récupère 95 des matériaux d'une batterie avec sa technologie. Et ça, c'est déjà fonctionnel en ce moment. Pour le lithium, le nickel, le manganèse, cobalt, graphite, cuivre, aluminium. Donc, c'est quand on vous dit que ça va tout se retrouver aux déchets, ces batteries-là, là, après 5 ans, ben, ce n'est pas vrai. C'est sûr que le passage à l'électricité, c'est quelque chose qui vient déranger beaucoup une industrie, un écosystème, j'hésite à utiliser le mot écosystème, mais une industrie qui fonctionne depuis des années. C'est autant les pétrolières que les, la- tout le domaine de la réparation puis de l'entretien des véhicules. Ça vient être bousculé beaucoup là, avec les véhicules électriques parce que c'est des véhicules qui demandent beaucoup moins d'entretien, qui vont durer plus longtemps, qui vieillissent bien aussi, puis qui consomment euh, de l'énergie pas chère, à domicile la plupart du temps. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment bouleverser beaucoup, beaucoup l'état des choses. Vous avez entendu souvent parler du fait que des véhicules électriques, c'est beaucoup plus lourd que des véhicules à essence. C'est très petit ce que vous voyez là, mais en fait, ce que j'ai fait, je suis allé chercher sur chacun des sites des véhicules électriques quelle était la masse en kilogrammes de ces véhicules-là. Et puis, on en a fait une moyenne. Régent en a fait une moyenne pour une masse moyenne ici de 1329 kilogrammes alors qu'on est allé chercher encore une fois parmi les véhicules les plus vendus au Québec en 2022, protégez-vous, et on arrive avec une masse ici de 1827 kilogrammes. C'est sûr que ce qui pèse beaucoup, puis c'est le cas de dire qui pèse dans la balance, c'est les camionnettes, le série F de Ford, euh, et GMC Sierra, puis Silverado et tout ça. Mais ils sont sur la route, ces véhicules-là, là. Ils existent vraiment, là. Si vous n'en avez pas vu, là, c'est que vous n'avez pas ouvert les yeux. Ils sont vraiment là. Donc, on dit souvent les véhicules électriques, ça va endommager les routes parce qu'ils sont bien plus pesants que les véhicules à essence. Dans le fond, même quand on regarde le comparatif d'un même véhicule, par exemple un Kia Niro qui est 100% électrique versus un Kia Niro à essence, on parle de moins de 100 kg de différence. Et il faut savoir que la masse des véhicules à essence, c'est toujours à vide, donc sans qu'il y ait un plein d'essence. Il faut savoir que 1 litre d'essence, ça pèse 0,85 kg, donc 50 litres d'essence, ça va peser 85 de 50 litres. Donc, c'est une masse à ajouter. Puis c'est sûr que dans un Ford F-150, j'en ai jamais eu, mais le réservoir, c'est sûrement pas 50 litres là, qu'il y a là-dedans. Le véhicule électrique peut être utilisé comme source d'énergie. Parce que c'est une énergie qui vient d'un véhicule, ben, est électrique. C'est une énergie propre, c'est une énergie qui est produite sans bruit, sans émission, sans danger pour les occupants d'une habitation. Euh, donc, en cas de panne, par exemple, un véhicule électrique peut servir avec sa batterie à fournir de l'énergie pour le véhicule. Euh, Ça évite de consommer des combustibles fossiles, puis ça peut fournir de l'énergie aux appareils électroniques, lumière, réfrigérateurs, tout ça. Donc, c'est tout ce qu'on appelle avec les acronymes V2H, V2L, V2V, V2G. Vehicle to Home ou Vehicle to Building, Vehicle to Load, Vehicle to Vehicle ou Vehicle to Grid, qui est le réseau électrique. Je vois qu'on avance pas mal dans le temps. Bon, dans le fond, vous allez pouvoir retrouver ces choses-là de toute façon dans la présentation qui va vous être disponible.
L'électrification, c'est aussi ben, toutes sortes d'autres véhicules que d'autres choses que les véhicules électriques, des trottinettes, des bicyclettes, mais aussi, ça s'en vient, les avions, les autobus. Il y a des autobus de la STO qui s'en viennent l'année prochaine qui vont être électriques, 100% électriques. C'est aussi les panneaux solaires. Régent et moi, on a ça chez nos toits. Euh, on s'en va vers l'électricité. Vive l'électromobilité! Alors, ça, c'est des petites photos qu'on a prises, qui ont été prises quand je suis allé à Ottawa sur la rue Sparks. Euh, les véhicules au Québec, ben, la demande dépasse quand même pas mal la disponibilité. L'attente peut être longue, ça dépend des modèles. Tesla et Polestar, qui est une division de Volvo, ça peut être plus rapide. Certains véhicules aussi en début d'année, ça peut l'être plus, mais c'est pas toujours le cas. On a une norme zéro émission. On a vu tantôt qu'on pouvait penser qu'elle est contraignante, mais elle n'est pas aussi contraignante qu'elle pourrait l'être. Et là où les constructeurs vont et rendent leurs véhicules électriques disponibles, c'est dans les marchés où il y a des lois zéro émission. S'il n'y a pas de loi zéro émission, ben, les véhicules sont moins disponibles. C'est le cas de l'Ontario, par exemple, qui n'a pas de loi zéro émission et puis qui va avoir moins de véhicules qui sont offerts qu'au Québec, où là, il y a des punitions pour les constructeurs qui ne rendent pas disponibles des véhicules électriques. Euh, voilà. Et là, on a une norme fédérale maintenant de véhicules zéro émission qui est en vigueur depuis janvier 2024, qui vient s'ajouter à la norme québécoise. Véhicules à batterie ou hydrogène, je vais en parler juste brièvement, simplement vous dire que dès mai 2019, Daniel Breton écrivait sur Guide AutoWeb que l'hydrogène avait perdu la partie. Simplement vous dire que pour parcourir 100 km avec un véhicule à hydrogène, ça prend 3 fois plus d'électricité que pour le faire avec un véhicule 100% électrique. Pourquoi? Parce qu'il faut le produire, cet hydrogène-là, puis ça demande beaucoup, beaucoup d'électricité. Et dans un contexte comme on est aujourd'hui, où le gouvernement refuse la venue de certaines entreprises parce qu'ils ont des besoins d'électricité qui sont trop grands et commence à dire aux gens qu'il va falloir faire attention au niveau d'économiser l'électricité. Bien évidemment, l'hydrogène, ce n'est pas une solution pour les véhicules, à tout le moins pour les véhicules sur la route. Ça peut l'être dans le domaine industriel, mais de façon relativement limitée. On ne va pas dans le détail là-dessus. Puis faire le plein d'hydrogène, ben, c'est répliquer un petit peu le système qui existe avec quand vous êtes à essence, vous devez partir de chez vous, aller à une station-service, puis faire le plein. Au Québec, actuellement, il n'y a que 2 stations qui offrent l'hydrogène et c'est pas mal coûteux comme tel pour le faire d'ailleurs. Puis c'est hautement inflammable des stations hydrogène. Donc, il y a des précautions de sécurité qui sont vraiment très, très importantes. On pourrait en parler pendant longtemps de l'hydrogène. Vous verrez qu'en fin de présentation, on vous met nos sources d'information. Donc, il y a plein de liens Internet qui sont mis là qui sont des références pour nous comme tels. Alors, on est rendu à la période de questions, puis simplement vous montrer un peu ce qui a été notre progression au fil des ans. Ben, Régent, en 2016, il a commencé avec sa première Leaf 2016 et ensuite une Kona en 2019, puis il vient d'acquérir une Ioniq 6. L'autonomie a augmenté, hein, 175 km, ici 420, et là, il est à 581 km d'autonomie avec son véhicule. Moi, c'est mon dernier plein d'essence. J'ai voulu l'immortaliser en 2009. Je conduisais une Prius, une hybride comme telle. Je suis passé à la Leaf en 2014. Elle avait moins d'autonomie que celle de Régent. C'était 125 km. Tesla 3 en 2018, les premières qui sont arrivées au Québec, puis une nouvelle Tesla 3 2024, alors que celle-ci, ben, c'est mon fils aîné qui en est le propriétaire maintenant. Oui, je veux juste te mentionner, Oui, Sylvain, que j'ai vas-y. répondu à de nombreuses questions pendant que tu faisais ta présentation. Mhm. Je n'ai vraiment pas pu la suivre parce que j'étais vraiment occupé à répondre à toutes ces questions. Mais je pense que déjà, on en a couvert pas mal, mais on est prêt à répondre Parfait. les autres verbalement. OK. Donc, je vais Donc, c'est peut-être parfait. On juste va, on va, enlever le on va, partage, c'est on ça? va terminer la présentation.
Comment je fais ça encore? Partage. Et puis, on va demander aux participants, si on a quelques minutes là, pour des questions verbales. Euh, Sylvain, est-ce que vous Oui. pouvez Comment cesser le je, partage d'écran? ouais, comment je vais dans le partage d'écran et Cliquez sur la petite Puis, flèche à la gauche du partage d'écran, à droite du partage d'écran à droite du partage. et OK. mettre stop share screen. OK. Attends. Oui. Juste en bas, OK, ben je vais faire exit comme ça. Non, ça ne fait pas. non, c'est OK. juste en bas, ben, quand tu descends ton curseur, Oui. tu vas voir apparaître le menu et puis Share Screen. Et parfait. Ici? c'est OK, ça. c'est parfait, c'est fait. OK, super. Sylvain, OK. une excellente, excellente présentation, Sylvain, qui a dépassé le temps Ben prévu oui. et ça valait vraiment la peine. On apprécie vraiment, vraiment là, un beau tour d'horizon. Je suis vraiment très, très content. Je pense que tout le monde fait des pouces en l'air. Donc, on va prendre quelques Merci. minutes, si vous voulez, pour... merci. On va prendre quelques minutes pour poser des questions. Donc, levez votre main et puis je vais vous donner la parole. Oui, François, allez-y. C'est pour savoir s'il y a des, moi je suis dans l'Outaouais, s'il y a des représentations qui se font pour augmenter le nombre de bornes de public, parce que je trouve qu'en Outaouais, c'est faible. Nous, dans nos cas, on a des maisons, c'est assez simple, mais pour les gens qui habitent en appartement, et donc, y a-t-il des représentations qui se font à la ville ou au fédéral pour augmenter le nombre de bornes publiques niveau 2, niveau 3? Euh, Oui, je dirais que merci. ça fait des années que Sylvain et moi travaillons auprès de la ville pour essayer de faire avancer ce dossier-là. À chaque occasion qu'on a, on parle de nos contacts du circuit électrique. Chaque fois qu'il y a une présentation qui est faite, on va amener ces thèmes-là parce que vraiment, il y a du travail à faire. Pour la ville, la maire, Mme Bellil, avait promis 500 bornes de rue justement pour aider avec les appartements et les condos. Ce dossier-là est en progression, mais c'est très, très lent. La nouvelle administration devrait prendre la relève, mais il y a du travail qui se fait. Il y a des subventions importantes qui sont données par le Québec pour que les villes puissent aller de l'avant avec ce genre de projet-là. Donc, c'est juste qu'il y a une lourdeur administrative dans la ville qui retarde pas mal de ce travail-là. Du côté des bornes rapides, ça vient du circuit électrique. Et puis encore là, quand on a l'occasion, on mentionne le circuit électrique, on a un grand besoin ici. Et puis, c'est ça. Sylvain et moi, on n'arrête pas là, de travailler pour ça. Très bien. Merci. J'ajouterais que oui, effectivement, nous faisons des représentations. Simplement vous dire que l'Outaouais, ben, en fait, Gatineau, la ville de Gatineau, 292 000 personnes, il y a 13 bornes rapides. Il y a 13 bornes rapides comme telles à Gatineau. Quand on tient le salon du véhicule électrique de l'Outaouais, puis qu'on a des gens qui nous arrivent de la région de Montréal, ben, ils trouvent que c'est un désert de bornes, là, même pour recharger leur véhicule quand ils arrivent à Gatineau. Ils ne sont pas habitués à ça. Les gens qui sont en Montérégie, qui sont à Montréal, à Laval, qui sont en périphérie de Montréal ou sur le territoire de Montréal, comprennent pas, là. Ils comprennent Oui, juste pas. Il y a des superchargers de Tesla qui ont été annoncés il y a à peu près 2 ans avant les dernières élections municipales qui devaient se situer sur le boulevard Lorrain, au IGA Extra, où je suis allé hier. Puis c'est en combinaison avec le système de recharge éco qui est dans les IGA à travers le Québec. Et puis, ça s'est pas fait. Puis, j'ai aucune réponse là-dessus. J'ai cherché, 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 puis non. Alors, c'est sûr. Euh, Ça m'amène à parler aussi du fait que, ben, vous l'avez dit, à domicile, on est capable de le faire. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus pour savoir les statistiques. On a à peu près 45 des gens à Gatineau qui sont à logement, qui ne sont pas résidents d'une maison unifamiliale ou en rangée et qui ne peuvent pas avoir une borne de recharge à domicile facilement, puis ils sont dans un contexte soit de copropriété ou de multilogement. Et c'est un enjeu. Le gouvernement le gouvernement du Québec a annoncé l'automne dernier qu'il voulait avoir 110 000 bornes de recharge au Québec. Il y en a à peu près 10 000 actuellement, des bornes de recharge publiques, je parle. Je ne parle pas de bornes de recharge à domicile. Puis,
Fait que c'est beaucoup ça. Puis là-dessus, il y en a 6700 qui sont des bornes de recharge rapide et le reste, c'est des bornes de niveau 2. Donc, des bornes. Et puis là-dessus, il y en a un bon pourcentage, 35-40 qui veut que ce soit des bornes à domicile. C'est beaucoup moins coûteux de faire des bornes dans un condo, dans un multilogement, que de le faire sur rue, des bornes sur rue. Et c'est plus pratique pour les gens qui y vivent de toute façon. Parce que je m'imagine demeurer à logement, puis devoir sortir le soir, aller placer mon véhicule à deux, trois coins de rue de chez moi, puis aller le récupérer, je ne sais pas, 7 heures plus tard, là, parce que là, il y a sa recharge. Mais le gouvernement a réduit cette année les subventions pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Ça va passer de 7 000 à 4 000, je l'ai dit tantôt. Cependant, pour les bornes de recharge, il n'a pas dit qu'il réduisait quoi que ce soit. Alors, je pense que le gouvernement, il se prépare à quelque chose, à investir de façon importante au niveau du Québec pour s'assurer que les gens puissent se recharger. Parce que quand tu as des objectifs dans 2 millions de véhicules immatriculés en 2030, ben, il faut que tu mettes l'infrastructure qui vient pour ça. Et c'est une infrastructure qui va durer pour longtemps, de toute façon. Ce n'est pas quelque chose qui va devenir désuet, là. Les bornes vont. Ça va être de l'immobilisation. Alors, pendant que on a encore des gens présents, peut-être question courte, réponse courte pour s'assurer que tout le monde puisse Oui. poser. Profitez-en, s'il vous plaît. On a deux bons spécialistes. Monsieur Carrier, allez-y, Monsieur Carrier, ouvrez votre micro. Monsieur Carrier, ouvrez votre microphone. Allez-y, question Oui, brève, réponse brève, pour essayer de Oui. donner plus de chance à tout le monde de poser des questions. Oui, j'ai fait l'acquisition d'un Kona 2024 et puis je veux savoir si c'est recommandé de tenir la batterie à 100% de charge à la maison. j'ai répondu dans le chat à cette question-là qui a été posée probablement par une autre personne. J'ai répondu pas mal en détail. Si vous pouvez regarder au chat, vous allez voir, elle est là. Est-ce qu'il y a des adapteurs qu'on peut prendre pour charger avec les bonnes Tesla pour les Kona? Euh, Je, j'ai bah, répondu à je vais ça répondre. Oui, tu as dans, répondu à ça aussi, Régent. dans le Écoute, chat. Désolé, là, on veut pas se répéter, oui, mais mais la réponse est je vais là. dire OK, rapidement, il faut vérifier auprès de Hyundai par rapport à un adaptateur. OK. Sûrement que Hyundai va le faire. Puis moi, je vous répondrai que pour la recharge, là, charger à 100 ou tout ça, regardez votre guide de l'utilisateur. Regardez le manuel qui vient avec le véhicule. C'est différent d'une marque à l'autre. OK, Les merci. recommandations ne sont pas les mêmes. C'est pas du mur à mur. Je On veux juste sait que, rajouter on, que on sait que Tesla est en train de rendre accessible là, ses bornes de recharge. Certaines compagnies ont déjà fait des ententes avec Tesla, donc il va y avoir il va y avoir des, comment ça s'appelle, des bidules qui vont se connecter, non? Il va y avoir Oui, des adaptateurs. et Oui. en des plus, adapteurs, des adapteurs. Donc, ça s'en vient, en oui. plus, à partir de l'an prochain, les constructeurs vont commencer à mettre des connecteurs J, combien c'est quoi? J3400. 3400, donc des connecteurs Tesla sur les véhicules des compagnies non Tesla. Donc, ça va régler ce problème-là. On n'aura plus besoin d'adaptateurs là, dans un an ou deux. Merci. Merci. Une autre question, question brève, réponse brève. Gênez-vous pas, profitez-en pendant qu'on a nos spécialistes. Je ne vois pas de main levée. Vous savez, vous en bas, vous avez réaction, levez la main. Je vais vous donner quelques. Oui, Monsieur François, votre microphone, s'il vous plaît, François. Oui, excusez. Vous avez Allez-y. présenté des statistiques sur les véhicules branchables hybrides et purement électriques. Avez-vous une proportion de... souvent, c'est mis ensemble, là, mais moi, OK. je vois j'accorde beaucoup Oui, plus d'importance aux véhicules complètement électriques que d'accord. juste... Oui, j'aime ça, les merci. statistiques. J'ai toujours aimé ça. Toujours aimé les chiffres. Vous dire qu'il y a à peu près 10 ans, les premières statistiques, 2014 à peu près, il y avait à peu près 70 de véhicules qui étaient des hybrides rechargeables ou comme la Volt, là, une électrique à autonomie prolongée par une génératrice à essence, puis 30 d'électrique. Ça s'est inversé. Et ça, vous allez le retrouver sur le site là, des statistiques de l'AVEQ qui sont publiées de façon trimestrielle. Donc, on est rendu au contraire maintenant. On est rendu à ce que des véhicules, les 252 000 dont je parlais tantôt, ils sont à peu près à 70 100 électriques et 30 hybrides rechargeables.
Et la prédiction est facile à faire, c'est que à mesure que ça va aller, là, les années qui viennent, là, ça va être des 100% électriques. L'hybride rechargeable, là, c'est vraiment transitoire. Et puis, la preuve de ça, c'est que les gens qui s'achètent un hybride rechargeable, souvent après quelques mois, ils ont essayé d'être purement électriques, puis ils veulent un 100% électrique. La crainte qu'il y avait au début de rester en panne, là, de pas, euh, ça s'essouffle rapidement, et puis les gens veulent un 100% électrique. Ce sont les grandes autonomies des véhicules électriques qui font que les hybrides rechargeables ne sont plus aussi intéressants maintenant. Quand on peut aller chercher 500, 600, 700, avec le mien, je fais 660 avec l'Ioniq 6 ces jours-ci. Donc, avec les grandes autonomies 100% électriques, on n'a plus besoin de se retourner vers les hybrides rechargeables. Merci. Monsieur Carrier, Oui, ma question, c'est à propos des bornes publiques. J'ai lu un article à un moment donné dans la presse avec des histoires d'horreur là, sur le coût et le fonctionnement des bornes publiques. Le journaliste est allé aux États-Unis, puis ça a été l'enfer. C'est quoi votre expérience par rapport à ça? Comment ça coûte, les bornes publiques, en plus de ça? Puis est-ce que ça fonctionne bien? Jean, tu OK. répondre à ça? Moi, j'ai quand même voyagé assez. Je peux vous dire que ça va dépendre du véhicule qui est utilisé en grande partie et où on veut se rendre, c'est certain. Avec Tesla, généralement, il n'y a pas de problème à aller en nulle part parce qu'ils ont énormément de bornes rapides. Ça va, c'est très, très vite, c'est facile. On se connecte, il reconnaît l'auto, puis la charge démarre. Avec les autres réseaux, c'est plus compliqué. Il faut souvent avoir des cartes. Ça peut être une carte de crédit, certains l'acceptent, ou ça va être une carte de circuit électrique ou de flot qui nous permet de se connecter. Je vous encouragerais pas à prendre, par exemple, une vieille auto comme un Ioniq ou bien une Nissan Leaf 2019, 2018 pour aller faire un tour en Floride, surtout en hiver, parce que vous allez être obligé d'arrêter souvent, puis la recharge va être lente comparée à des véhicules plus modernes dont justement l'autonomie est grande et puis la recharge est très, très rapide. On peut les préchauffer. On peut recharger comme dans 15 à 20 minutes avec les nouveaux véhicules maintenant. Donc, il n'y a pas de problème vraiment pour faire des grandes distances avec ceux-là. C'est pour ça que j'ai acheté le Ioniq 6, parce que c'est un véhicule qui, justement, avait toutes ces bonnes choses-là, si on peut dire, qui me permettent d'aller loin sans problème. Donc, c'est ça la clé, c'est le type de véhicule. Et puis, il faut quand même planifier un peu quand on va en quelque part au loin pour la première fois. Il faut regarder les applications, il faut utiliser un Better Route Planner, puis essayer de décider un peu à l'avance où est-ce qu'on va arrêter. Et puis, décider d'arrêter normalement où on va manger, où on va se détendre, on va prendre une pause. Quand on le fait en même temps, ben, notre trajet n'est pas vraiment plus long parce qu'on aurait fait ces choses-là quand même. Donc, ça demande un petit peu plus de planification, là. C'est ce que je Oui, comprends. pour la première fois, pour la première fois. Si vous y retournez par après, ben, vous allez savoir, vous n'aurez pas besoin de regarder encore. Puis pour ce qui est du coût, j'imagine que c'est pas rien que 10 ou 11 cents du kilowattheure, ça, là? Non, non, c'est 4 à 5 fois plus élevé. Ça peut coûter entre 15 à 30 dollars, je dirais, pour une recharge importante, là. Vas-y, Sylvain, tu as quelque chose à Oui, rajouter? oui, la facturation est maintenant rendue au kilowattheure au Canada. Ça a pris une décision fédérale, là. Il y avait quelque chose pour que ça arrive. Et ce que ça coûte généralement, là, c'est entre 35-40 cents à 60 cents le kilowattheure quand vous allez sur une borne de recharge rapide. Il faut comprendre et comparer aussi à ce que ce serait si vous étiez à essence, de toute façon, et ça demeure quand même la plupart du temps avantageux. Puis il faut comprendre on n'est pas sur les bornes de recharge publiques la plupart du temps, je l'ai dit tantôt. On y est seulement 5-10 du temps, et c'est quand on fait des longs trajets. Donc, ça fait partie des coûts d'un voyage. Et encore une fois, comme Régent le disait, Tesla se distingue par rapport aux autres. Tesla, c'est un écosystème qui existe depuis longtemps, puis c'est très simple avec Tesla. Vous entrez la destination dans l'écran de navigation, puis il vous donne votre itinéraire dans 10 secondes, et vous savez exactement où vous allez arrêter, combien de temps. Bon, tout. Et c'est facile, vous allez arriver, c'est plug and charge. Vous branchez le pistolet, ça se fait tout seul. Vous êtes facturé sur la carte de crédit qui se rattache à votre compte. C'est simple. Si vous voyagez au Québec, à cause du circuit électrique de, de Hydro-Québec, ça va être relativement simple aussi de le Il faire faut se parce que c'est rappeler bien pourvu. Sitôt qu'on sort du Québec, c'est là que ça change.
si vous n'avez pas un véhicule Tesla. Il faut Mais, se rappeler aussi, ouais, excuse Sylvain, ouais, que quand on voyage, on se rappelle toujours que c'est à la maison que ça coûte le moins cher. ouais, L'auto se charge pendant qu'on fait autre chose, qu'on dort. Donc, si je suis allé à Montréal plusieurs fois, puis quand je vais à Montréal, d'habitude, j'arrête une fois pour me recharger, et puis je ne chargerai pas au maximum de l'auto, je vais charger juste assez pour me rendre avec une marge de sécurité. Et je finis ma recharge quand j'arrive à la maison, donc mon c'est coût n'est ça. pas tellement élevé. Exact. Et aussi, il y a des gens qui font des trajets, font des longs trajets, puis dans leur itinéraire, ils ont établi ils vont coucher à un endroit où la recharge est gratuite. Parce que tes clients, bon, ben, la recharge est gratuite. Ben, ça fait partie du portrait. Donc, c'est un peu de planification, mais hmm. OK. Donc, est-ce qu'on prend une dernière question? Oui, madame, monsieur Gingras, vous pouvez ouvrir votre microphone, allez-y. Oui, bonjour, merci. Très bonne présentation, j'apprécie. J'aimerais savoir votre opinion, connaître votre opinion un peu sur ce qu'on entend des fois. Est-ce que le réseau électrique ici au Québec ou ailleurs va être capable d'accepter une augmentation du nombre de voitures qui va être... Oui, oui, je Oui, peux répondre à ça. C'est un sujet qui revient souvent. Moi-même, j'ai déjà été dans des grandes rencontres à l'Université du Québec, par exemple, à Hull, où est-ce qu'il y avait des représentants d'Hydro-Québec et puis du circuit électrique. Ces gens-là voient venir le changement depuis longtemps. Ils sont prêts, ils vont être prêts. Ce sera pas demain que tous les véhicules vont être électriques et vont devoir se brancher sur le réseau existant. Le réseau va grandir avec le temps, avec l'augmentation des véhicules. Puis il y a déjà des prévisions par rapport à ça. Les véhicules électriques vont même être utiles pour éliminer les pointes de courant ou de demande à certains moments. Parce que, comme ça a été mentionné tout à l'heure, je l'imagine, j'ai pas vu la présentation parce que j'étais occupé dans le chat, mais on peut s'en servir pour donner de l'énergie au réseau durant les heures de pointe et se charger hors des heures de pointe. Donc ça va aider le réseau au lieu de nuire parce que généralement, quand on n'est pas en état de pointe, Hydro-Québec n'a aucun problème à fournir à la demande. Et puis, c'est ça, ils le prévoient et ils sont là pour ça. j'ajouterais que Ah, les gens ne se rechargent merci. pas tous au même moment dans la journée. Puis c'est possible de programmer avec tous les véhicules électriques. Vous pouvez programmer la recharge pour qu'elle commence, par exemple, dans des périodes qui ne sont pas le 6 à 9 le matin, puis le 16h à 20h en après-midi, qui sont les périodes de pointe pour Hydro-Québec. Ça se fait dans la nuit, par exemple, puis ça s'arrête automatiquement tout seul. Comparativement, pensez à une sécheuse. C'est à peu près le même genre d'énergie que ça prend pour charger un véhicule électrique. Ça va être du 30 ampères. La sécheuse, c'est 30 ampères. Donc, imaginez vous servez de votre sécheuse une fois par 2, 3 jours. Probablement, ce ne sera pas nécessairement tous les jours que vous allez charger pendant 2, 3 heures. Je ne peux pas dire que ça a vraiment un si gros impact que ça. Ce ne sera pas en même temps que tout le reste des gens. Comme Sylvain vient de le dire, ça va se faire sur 24 heures. Ce ne sera pas tous en même temps à la même heure. Bon, écoutez, je vais devoir mettre fin à la visioconférence, étant donné qu'il est déjà 11h15 et c'est la première fois, je vous jure, que autant que personne demeure avec nous, même passé l'heure. Donc, ça dénote un très, très grand intérêt. Un grand merci, Sylvain et Régent, euh, ouais, parfait. Jean, excusez-moi, Régent, c'est j'ai fait ça, un blanc de Régent, mémoire. oui. Donc, merci, merci, merci beaucoup de votre présentation.